Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Tache d'encre, votre rendez-vous hebdomadaire avec la littérature égyptienne et les livres égyptiens. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est un livre intitulé 100 pas de la Révolution, mémoires de la place Al-Tahrir. Ce sont des mémoires, bien évidemment, signées Ahmed Zaghlou el-Chiti, romancier et écrivain. Vous le savez bien sûr, ça fait partie des quelques émissions précédentes. On a parlé de la littérature qui parle de la révolution en Égypte. Les librairies égyptiennes assistent depuis quelques mois à une pléthore de livres sur la révolution du 25 janvier, que ce soit des romans, des mémoires, des livres ou même des poésies. Tous chantent la révolution. Dans cet ouvrage, c'est le premier ouvrage parmi eux à avoir à présenter les mémoires des 18 jours de la révolution. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous ce soir l'auteur du livre dont nous allons parler, Monsieur Ahmed Zaghlou el-Chiti. Bonsoir et bienvenue. Commençons tout d'abord par une question qui concerne le titre 100 pas de la Révolution. À quoi renvoie-t-il ce titre? Est-ce que c'est la distance de votre maison par rapport à la place Al-Tahrir ou à quoi exactement? Premier abord, on peut considérer le titre 100 pas de la Révolution comme la distance entre le balcon de ma maison et la place Tahrir, le siège principal de la Révolution du 25 janvier. Mais on peut dire que ce titre est polysémique parce que un pas qui porte plusieurs sens symboliques peut représenter les pas que les gens ont franchis contre un pouvoir d'oppression et qui a longtemps agressé un grand nombre de la population tout au long de 30 ans au pouvoir. Donc c'était des pas contre la terreur, contre le pouvoir d'oppression. Et quand vous dites 100 pas de la Révolution, ce chiffre de 100, est-ce que vous trouvez que c'est une courte distance ou c'est une longue distance pour arriver à cette révolution qui a libéré le peuple égyptien? Au niveau réalistique, 100 pas, ce n'est pas une longue distance. Moi, depuis le balcon de ma maison, j'étais capable de voir une large partie de la place Tahrir et les événements qui y sont déroulés. Également, 100 pas, si on les considère au niveau symbolique, il s'agit de 100 pas vers la révolution. Je peux dire que ces pas ont réalisé des accomplissements considérables, surtout après le procès du dictateur. Mais je pense qu'il existe d'autres pas qui vont dépasser les 100 pour compléter le reste des objectifs de la révolution. Et en fait, c'est la forme symbolique que je visais par cette question, bien sûr, 100 pas de la Révolution d'une manière symbolique. Passons à la forme littéraire de l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui. Ce sont des mémoires que vous avez écrites jour par jour, en temps réel, de la Révolution elle-même. On a vu d'autres formes littéraires, comme des romans par exemple, comme des essais ou des livres, mais cette fois-ci c'est une forme un petit peu distinguée. Des mémoires qui sont écrits jour par jour, parallèlement avec le déroulement de la Révolution. Pourquoi vous avez opté à cette forme littéraire? Pourquoi vous avez choisi d'écrire des mémoires jour par jour et vous n'avez pas écrit par exemple 7 mois après la Révolution un roman ou un livre qui parle de la Révolution?
Je crois que les mémoires représentent la forme la plus logique pour traiter une révolution qui était en train de se façonner. Donc cette forme est une forme flexible qui permet de mélanger entre plusieurs types d'écriture, type de reportage, documentaire et la nouvelle, à l'encontre du format de roman ou de récit ou des essais qui exigent une longue durée pour mieux rédiger ce qui s'est passé et pour comprendre ou aboutir à la fin de l'événement même et pouvoir le mieux concevoir et le mieux comprendre. Mais pour les mémoires, ce sont des essais qu'on rédige jour par jour et reflètent les réactions réelles. Cette forme n'est pas très répandue dans notre littérature. Je rédigeais mes mémoires jour par jour et je me rappelle l'ouvrage de Jean Genet quand il a parlé du carnage de Sabra et Shatila au Liban. Je crois que Jean Genet rédigeait sous forme de mémoire et essayait de documenter ce qui s'est déroulé réellement sur place. En fait, c'est exactement ce que vous avez dit au début de ce livre. Vous avez dit que vous n'allez pas écrire des mémoires parce que vous préférez attendre jusqu'à ce que vous avez qualifié les impuretés, c'est-à-dire que la mémoire soit prête maintenant à reprendre l'événement. Mais en fait, vous n'avez pas attendu. Vous voulez attendre au début, mais vous n'avez pas attendu et vous avez commencé à écrire les mémoires. Pourquoi? Est-ce que vous avez été pris par l'importance de cet événement, un événement majeur qui a changé bien évidemment la donne politique en Égypte? C'est pourquoi vous n'avez pas attendu comme vous l'avez voulu au début? Ce que vous venez de dire est en partie réel. Moi, j'ai décidé d'opter pour les mémoires pour expliquer et exprimer des événements réels en temps réel, à l'encontre de mes habitudes, parce que dans mes anciens ouvrages, je m'attendais à une durée pour pouvoir donner le temps à ma mémoire pour se calmer et mieux raisonner. Mais l'écriture ou la rédaction des mémoires diffère complètement, parce que si j'attendais, il y aura la dimension de la nostalgie qui pourrait s'ingérer et peut, d'une manière ou d'une autre, me dévier de l'objectif essentiel. Des ouvrages comme les ouvrages d'Al-Gabarti sur l'expédition française étaient des ouvrages sous forme de mémoires, et c'était ces mémoires qui nous ont aidés à mieux comprendre ce qui s'est passé exactement lors de l'expédition française en Égypte. Je me rappelle également que l'écrivain qui opte pour la forme des mémoires souffre d'un manque parce qu'il n'arrive pas à comprendre la scène d'une manière compréhensive. C'était ma situation lors du combat du chameau. J'étais à la place Tahrir à côté de Mogamma, tandis que l'attaque
qui a eu lieu ce jour a eu lieu à 14 heures et l'attaque provenait de Abdelmenem Riad et rue Champollion et j'étais incapable de voir le début du combat, mais tout d'un coup j'ai vu au milieu de la place un cheval tenu par un révolutionnaire et il a fixé un bannière autour du cou du cheval pour critiquer Moubarak. Donc j'ai essayé d'imiter l'exemple d'Al-Ghabarti. Al-Ghabarti, l'écrivain arabe musulman qui avait des connaissances limitées. Il était incapable de décrire l'invention de l'électricité, cette invention que nous avons connue avec l'expédition française en Égypte. Ce texte qu'Al-Ghabarti a écrit et comment il a exprimé qu'il était incapable de décrire l'électricité, cette nouvelle invention, et représente maintenant un texte littéraire de haute qualité. Et moi, j'ai essayé en fait d'imiter son exemple. Je n'ai pas voulu attendre longtemps et j'ai décidé de commencer immédiatement la rédaction de mes mémoires. Oui, vous avez signalé donc dans votre discours que ça fait partie un petit peu du travail d'un historien, puisque vous êtes en train d'enregistrer, de documenter les événements. Vous voulez pas que les informations vous échappent de la mémoire, donc jour par jour vous écrivez. Est-ce que ça fait pas partie du travail de l'historien et en quoi ça diffère quand un romancier comme vous écrit ses mémoires jour par jour, surtout que vous avez aussi ajouté des impressions personnelles. Il n'y avait pas de distance vis-à-vis de l'événement qui se déroule. Je ne crois pas que j'ai fait exprès de devenir un historien, mais j'ai essayé tout simplement de prendre note des événements pour des raisons personnelles, pour ne pas oublier au moins. Et à cette époque ou ce moment, je n'avais pas un appareil photo pour enregistrer les événements. Sans oublier que le régime Moubarak a pu tout au long de 30 ans semer le désespoir parmi beaucoup des écrivains et des hommes de lettres. Il a stagné pas seulement dans la vie politique, mais également la vie littéraire. Et après la domination d'un seul parti à la place de divers courants et tendances politiques, j'ai décidé de prendre ma distance de cette vie. Et après la révolution, cette révolution qui a eu lieu juste devant la porte de ma maison, j'ai réalisé que je fais face à un événement différent et je dois réagir face à cet événement. Mais malheureusement, je n'étais pas un activiste, je n'étais pas un combattant ou un membre d'un parti politique. Mais le seul moyen pour réagir face à cet événement, c'est d'essayer de prendre des notes, d'enregistrer ces événements pour des raisons personnelles. Et après un certain temps et après quelques jours de la Révolution, j'ai découvert que la manière avec laquelle j'ai pris note de ces événements était différente. Et chaque jour, je notais des événements différents, diversifiés, très riches. C'était une nouvelle manière de rédaction que j'ai jamais connue au passé. J'ai réalisé que l'écriture, que ce type d'écriture a des dimensions de beauté qui peut être reflétées dans un ouvrage. Très bien, Monsieur Ahmed, nous allons s'arrêter quelques instants pour une toute petite pause et nous allons continuer notre débat juste après.
Mesdames et messieurs, on continue notre débat avec notre invité de ce soir, Monsieur Ahmed Zerloul Ashriti, qui nous parle en fait de ses mémoires, 100 pas de la révolution, mémoire de la place Al-Tahrir. Monsieur Ashriti, je voudrais savoir, dans votre livre, vous enregistrez vos mémoires durant les 18 jours de la Révolution, mais malgré ça, vous avez commencé par un événement qui n'est pas tombé dans l'intervalle des 18 jours de la Révolution, qui était au début, bien au début de cela, qui parle de la manifestation des écrivains et des intellectuels qui a eu lieu le 3 janvier. Et c'était une manifestation pour dénoncer l'attentat qui a visé l'église des Deux Saints à Alexandrie et qui a eu lieu le jour de l'an, qui a fait une vingtaine de morts. Pourquoi vous l'avez signalé au début de cet ouvrage qui parle de la Révolution? Avant le 25 janvier, j'avais rédigé ce texte intitulé « Un sit-in silencieux » pour présenter la protestation d'un nombre des hommes de lettres égyptiens à la place Talat Harb contre l'attaque contre l'église des Deux Saints en Alexandrie. J'avais rédigé cet article sur le site électronique d'Al-Dostour après la suspension du journal où j'écrivais. Et j'ai décidé d'ajouter ce texte à mon ouvrage sur la Révolution pour donner une idée sur le background de la situation en Égypte avant la Révolution. Et le 3 janvier, nous étions tous surpris par la police anti-émeute qui se trouvait à la place Talat Harb pour entourer ces hommes de lettres. Un nombre des intellectuels dont la plupart ne peut pas être, ou dont tous étaient incapables d'exercer aucune forme d'agression. À ce jour, j'ai été témoin de la forme d'agression commise par le pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé de l'ajouter à mon ouvrage. Est-ce que c'était en quelque sorte un pressentiment de l'approche de la Révolution? Je refuse cette idée de prédiction ou de pronostic. Beaucoup de gens prétendent qu'ils ont pronostiqué la Révolution. Et moi, je ne crois pas à ces gens. Je crois plutôt que notre littérature égyptienne, pour longtemps, a reflété que nous vivons des moments de blocus et que nous nous dirigeons vers une catastrophe. Ceci était clair dans des textes qui étaient rédigés dans les années 80 et 90 du siècle précédent. Et ces écrivains ne prétendaient pas qu'ils pronostiquaient la Révolution. Et vous avez raison, puisque ce n'est pas uniquement les œuvres littéraires, mais aussi les œuvres du cinéma. Quand on regarde les films, parfois dans les années 80 ou 90 ou récemment, les films qui, comme vous venez de le dire, nous laissent croire qu'on est vraiment, on est arrivé jusqu'à la fin. Dans cet ouvrage, vous parlez des 18 jours de la Révolution, mais vous avez laissé tomber 2 jours, les 3 et 4 février. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ces 2 jours ? Écoutez, j'étais débordé par les événements de la Révolution comme tout le monde. Il y a eu une sorte de forme de confusion. J'étais incapable d'assimiler cette quantité colossale des faits et des événements. J'avais besoin de quelques jours pour mieux comprendre ce qui se passe, pour être capable de réagir. J'étais presque incapable d'écrire pour quelque temps et j'ai dû prendre une distance
des événements. Mais permettez-moi de vous raconter un fait qui a eu lieu, et un fait significatif. Quand j'ai inhalé le gaz lacrymogène le 25 janvier, premier jour de la Révolution, j'ai essayé le lendemain de rédiger un statut sur ma page de Facebook, mais j'ai rédigé un long texte qui a dépassé le nombre permis à le Facebook. Alors, le Facebook a refusé ce statut et m'a proposé de la transformer en note. Et la première note que j'ai rédigée le 26 janvier était la première page de cet ouvrage qui est intitulé « Une nouvelle éloquence ». Et j'ai rédigé qu'entre le 25 janvier et le 2 février, que j'étais en plein patient. Et mes textes, j'ai rédigé un texte intitulé « Registre civil de la place Tahrir ». Et dans ce texte, j'ai cédé à mon style conventionnel d'écriture, et c'était un texte très passionné, et j'ai imaginé que la place Tahrir est un registre civil qui prépare le certificat de la mort du régime, mais j'ai exclu ce texte parce que c'était un texte plein d'émotions. Et j'ai dû attendre quelques jours pour me calmer, pour calmer l'observateur à l'intérieur de moi, pour pouvoir reprendre la plume et rédiger des textes neutres sans aucune passion ou émotion. Vous êtes un habitant du centre-ville, donc vous avez vu cette révolution, pas uniquement dès les premiers jours, mais dès les premiers moments même, puisque vous êtes si proche de la place Al-Tahrir, 7 mois après cette révolution. Comment vous la voyez maintenant? À quoi a-t-elle abouti? Les premiers 18 jours étaient des jours incomparables. Ces quelques jours reflétaient une situation sublime. La place s'est transformée en une entité humaine unie de toutes les catégories et les classes sociales. Je pense que cette place représentait la personne égyptienne. Après la chute de Moubarak le 11 février et quand les manifestants ont quitté la place, la situation a radicalement changé. La situation change jour après jour. Un jour, il y a beaucoup d'événements, l'autre jour, il n'y a rien qui arrive. Et je pense que c'est la situation actuelle, c'est la situation qui a duré jusqu'aujourd'hui. Si on peut prétendre que nous faisons face à des nouvelles mémoires de la Révolution, je peux dire que parfois il y a une oscillation entre les diverses tendances politiques, civiles, libérales ou islamiques, et également on ne doit pas oublier le conseil militaire et les représentants de l'ancien régime et les anciens membres du parti national qui étaient au pouvoir. Et ce conflit qui va déterminer le sort de cette révolution et qui peut nous expliquer vers où se dirige la révolution et l'Égypte en même temps. Une dernière question, parce que on n'a pas assez le temps. Comment vous voyez l'influence de la révolution sur la littérature égyptienne, la littérature à venir?
On m'a posé cette question à plusieurs reprises et je crois qu'une seule personne est incapable de donner une réponse. Concernant mon ouvrage Son pas de la Révolution, cet ouvrage a abouti d'une manière inattendue. Parce que à la fin de l'ouvrage, le romancier a crié victoire à la fin. Et normalement, ces fins sont inhabituelles dans nos ouvrages égyptiens. Et la question actuelle, est-ce que cette fin innovatrice continuera après la Révolution ou pas? Je vous dis, moi, je ne m'attendais pas à cette fin. Je ne m'attendais pas que la fin de mon ouvrage sera le romancier qui crie à la victoire. Je n'essaie pas de faire de la propagande pour la Révolution. Et cette fin essaye de réagir face à cette nouvelle donne. Moi, j'ai essayé à titre personnel de donner une réponse à cette question en Alexandrie il y a quelques jours. Et j'ai dit que je m'attends à ce que la littérature égyptienne moderne tendra à mettre l'accent sur l'être humain dans un contexte historique précis et en prenant en considération également le contexte politique, social et économique. Je crois également que cette place qui s'est transformée à une scène littéraire innovatrice a créé un nouveau récepteur qui se révélera prochainement. On espère, Monsieur Ahmed Zarloul El-Chiti, merci d'avoir été notre invité ce soir à En Tache d'encre. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette édition de Tache d'encre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'on a parlé aujourd'hui de mémoire intitulée 100 pas de la Révolution, mémoire de la place Al-Tahrir, mémoire signée Monsieur Ahmed Zarloul El-Chiti. Merci pour votre attention. Excellente suite de programme et à la prochaine.